examen performances. Bonjour, messieurs, dames. Merci de m'accueillir ici et pardonnez-moi de m'exprimer en français. Je préfère m'exprimer en français que dans un mauvais anglais. Et en plus, ça confortera la réputation des Français qui parlent très mal anglais. Vous avez réuni ce sommet autour des migrations et le titre du sommet c'est les migrations, un défi pour le XXIe siècle. En fait, il faudrait dire que les migrations ont toujours été un défi pour tous les siècles et comme disait Auguste Comte, le grand penseur français, la démographie c'est le destin. La nouveauté c'est qu'il y a eu une grave crise dite des migrants dans les années récentes, en 2015. Et il y a eu une bataille intellectuelle, idéologique, sémantique autour de cette fameuse question des migrants. Des beaux esprits en Europe, en particulier aux États-Unis, nous ont expliqué que l'histoire du monde était l'histoire des migrations, qu'il y en avait toujours eu, que l'humanité est le produit des métissages et des migrations et des mélanges de peuples divers. Et que, deuxième idée constamment avancée, l'Europe avait toujours été une terre d'immigration. En vérité, ces deux idées sont fausses. La première, que évidemment, il y a des millions d'années, la planète était une terre de migration, mais c'était il y a des millions d'années, et surtout c'était des petites quantités d'hommes, des petites tribus de quelques personnes, de quelques dizaines de personnes, de quelques centaines de personnes qui traversaient les contrées encore désertes. Même au temps de l'Empire romain, la fameuse invasion des barbares ne concernait que quelques dizaines de milliers de personnes. Il y avait, c'était insignifiant par rapport à aujourd'hui. Le deuxième mensonge, c'est de dire que l'Europe a toujours été une terre d'immigration. C'est faux, c'est même l'inverse. L'Europe a toujours été, en particulier depuis le XIXe siècle, une terre d'émigration. Ce sont les populations européennes qui ont, en particulier anglaises, allemandes, italiennes, qui ont fait les États-Unis, qui ont fait l'Australie, qui ont fait le Canada, qui ont fait la Nouvelle-Zélande. La France, mon pays, a même été longtemps, à partir des années 1860, le seul pays européen d'immigration. En fait, la France a la particularité d'avoir commencé ce que les démographes appellent la transition démographique, c'est-à-dire la réduction du nombre des naissances à partir du moment où les familles, et les femmes en particulier, comprenaient que les progrès de la médecine leur permettaient de sauver leurs enfants et non plus d'avoir une mortalité infantile énorme. La France a été le premier pays où cette transition démographique s'est déroulée. Et du coup, à partir des années 1860, au début de l'industrialisation, la France a été le premier pays européen à connaître une immigration venue d'autres pays. Nous avons donc une expérience, une tradition, un savoir-faire que notre pays pourrait partager avec les autres Européens, et nous verrons ensuite, dans la suite de ma démonstration, que ça n'a pas été le cas. Donc la France, pays d'immigration à partir de 1860, qui reçoit des Belges d'abord, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Russes, tous ces gens-là qui sont européens, qui sont pour la plupart chrétiens, qui sont blancs, et qui ont donc un portrait, je dirais, culturel très proche de celui des Français. Et pourtant, l'immigration et la cohabitation n'a pas été facile. Il y a eu des conflits, des heurts, des détestations réciproques. Il y a eu surtout une politique des gouvernements français très stricte. La France a inventé un système
de ce que nous appelons l'assimilation des populations étrangères. Assimilation, ça veut dire devenir le même. S'assimiler à un peuple, c'est s'agréger à un peuple, c'est faire sienne son histoire, sa culture, ses héros, ses mœurs, ses façons de se comporter. C'est la fameuse formule de l'Empire romain, à Rome, fais comme les Romains. Et à Paris, on devait faire comme les Parisiens, sous peine d'être renvoyé dans ces pénates. Ce qu'on oublie toujours aujourd'hui quand on parle d'immigration, c'est que même en France, le pays qui a longtemps été un exemple d'assimilation réussie, nous renvoyons la plupart des immigrants. Je vous donne un seul exemple, les Italiens, qui sont pourtant sans doute le peuple le plus proche culturellement des Français. Vous savez le mot de Cocteau qui disait « Qu'est-ce qu'un Italien? C'est un Français de bonne humeur ». Je savais, ça amuse toujours quand on tape sur les Français, c'est un plaisir. Les Italiens qui sont les plus proches sont venus entre 1870 et 1940. Plus de 3 millions d'Italiens sont venus en France. Et il n'en est resté au bout du compte qu'un seul million. Les 2 autres millions, donc les 2 tiers, ont été renvoyés ou sont partis, renvoyés parce qu'ils étaient au chômage ou partis parce qu'ils refusaient les règles strictes d'assimilation, l'obligation de donner des prénoms français à ses enfants, l'obligation de vivre à la française, selon les mœurs françaises, et pas les mœurs italiennes, qui, voyez, aussi proches soient-elles, sont quand même différentes. Donc tout ça pour vous dire que il y avait un modèle français d'assimilation qui pouvait être donné en exemple au reste de l'Europe. En vérité, nous avons subi depuis 40 ans une double rupture avec ce que je viens de vous décrire. La première rupture a été une rupture du nombre. C'est-à-dire que les petites quantités d'immigrants, même quand c'était au XIXe siècle, on avait quelques centaines de mille, voire 1 million, 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus colossal que ça, tout simplement parce que l'Afrique est entrée dans la danse de l'explosion démographique qu'avait connue l'Europe au XIXe siècle. Et pour vous donner une idée des chiffres absolument colossaux qui sont en jeu, je dirais tout simplement, en 1900, toute la population de l'Afrique se montait à 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2 milliard d'habitants. En 2050, il y aura 2 milliards d'Africains. Et en 2100, il y en aura 4 milliards d'Africains. Donc c'est vous dire, en 2 siècles, de 100 millions à 4 milliards. Alors on nous dit, évidemment, tous les Africains ne veulent pas quitter leur pays, et heureusement, et leur continent non plus. Et on nous dit aussi, 70% des migrants africains restent dans d'autres pays africains, certes, mais avec de tels chiffres, on voit bien que 30% qui viennent en Europe, ça suffit pour faire basculer complètement tous les équilibres démographiques et donc culturels, économiques, etc. On nous dit, c'est parce qu'ils sont pauvres. En vérité, c'est l'inverse. C'est justement parce qu'ils sont moins pauvres, ou en tout cas, c'est les moins pauvres d'entre eux, qui songent à quitter leur pays pour aller en Europe avoir une meilleure condition. C'est donc que toutes les politiques de développement économique qu'on pourra mettre en œuvre pour aider l'Afrique, qui sont tout à fait légitimes moralement, voire économiquement, sont absolument contre-productives en matière d'immigration. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce qu'on a cru pendant des décennies et ce que les bons esprits nous ressassaient, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on développera économiquement l'Afrique qu'il y aura moins de migration vers l'Europe, au contraire. Et la deuxième rupture absolument majeure, c'est que l'Europe, depuis une trentaine d'années, a tourné le dos au modèle d'assimilation français, a développé au contraire, sous l'instigation des anglo-saxons, des anglais et de la Commission de Bruxelles, un modèle multiculturaliste. Il y a de nombreux textes européens qui imposent au pays le respect des cultures étrangères
qui interdisent le processus d'assimilation, qui expliquent que les étrangers ne doivent pas se soumettre au modèle culturel du pays où ils arrivent, mais qu'au contraire, il doit y avoir une négociation entre des cultures égales et qui doivent trouver un modus vivendi, des accommodements raisonnables, comme diraient les Canadiens, entre la culture des indigènes et la culture des étrangers. Le résultat de la conjonction entre ces deux ruptures fondamentales, le nombre d'un côté et le changement de paradigme des sociétés d'accueil, fait qu'il y a aujourd'hui en France, en Angleterre, voire en Allemagne, des territoires qui deviennent de plus en plus séparés du reste de la population. C'est-à-dire que les cartes qu'on vous a montrées tout à l'heure sur le Nigeria avec le nord musulman et le sud chrétien, c'est l'avenir d'un pays comme la France ou d'un pays comme l'Angleterre. C'est-à-dire que nous avons par exemple en Seine-Saint-Denis, un département français, 50 à 60% des enfants qui naissent et qui sont de culture musulmane et de parents étrangers. Nous avons de plus en plus d'innombrables territoires, bourgades, villes, quartiers où le mode de vie, la culture n'est plus du tout française. Les Français, pudiquement, appellent ça des territoires perdus de la République, puisque les forces de police ont du mal à rentrer et qu'il y a d'innombrables trafics, en particulier le trafic de drogue, qui permettent à tous ces gens de vivre malgré le taux de chômage colossal des jeunes immigrés, des jeunes enfants d'immigration. Mais en vérité, ce ne sont pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires perdus de la France. Ces territoires-là ne sont plus français. Il faut bien comprendre que comme la France était l'avenir de l'Europe au XIXe siècle, puisqu'il fut le premier pays à connaître une immigration étrangère, la France risque d'être l'avenir de toute l'Europe, et en particulier de l'Europe occidentale, dans cette partition de fait d'enclaves qui ne vivent plus à la française. Et on voit bien que l'Afrique, telle qu'on vous l'a montré, avec ces conflits d'une violence rare entre musulmans et chrétiens, ou même le Liban, de la guerre civile des années 70, est l'avenir de la France. Car s'ajoute donc à cette question, si vous voulez, de l'immigration, un phénomène très simple qui est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, que les immigrés qui venaient en France au XIXe siècle jusqu'aux années 30 s'assimilaient. Ça, ce sont des immigrés, c'est-à-dire c'est une immigration normale. On vient dans un pays étranger pour que ses enfants vivent selon le modèle et selon la culture du pays où on arrive. Aujourd'hui, les immigrés, pour la plupart, viennent dans un pays, mais veulent vivre selon la culture du pays qu'ils ont quitté. Ça ne s'appelle plus de l'immigration, ça s'appelle de la colonisation. C'est toute la différence fondamentale entre les immigrations du passé et les immigrations d'aujourd'hui. Et alors à partir de là, évidemment, il y a des heurts, il y a des conflits terribles, et on nous dit chaque individu est différent, on nous dit les individus peuvent s'intégrer à différents rythmes, etc. Sauf que ce n'est pas une question d'individu. Vous savez, l'écrivain français du XIXe siècle, Benjamin Constant, écrivain libéral, disait « Tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses ». Les individus sont libres car ils n'ont face à eux que des personnalités de même niveau, de même force. Dès qu'un individu entre dans une masse, il n'est plus libre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans d'innombrables contrées françaises et qui fait qu'il y a une véritable colonisation du pays de la France par des populations étrangères. Et s'ajoute à cette question du nombre, Engels disait à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité, s'ajoute à cette question du nombre la question de l'islam. Parce que, si vous voulez, la majorité de ces populations est
musulmane. Nous sommes loin de l'immigration de populations chrétiennes venues d'Italie, venues d'Espagne, venues de Pologne. Nous sommes aujourd'hui avec des populations pour une large part musulmanes. Or, l'islam, dans son histoire, ne s'est jamais assimilé à une culture étrangère. Il faut remonter tout simplement à la fin de l'Empire romain. Vous savez, l'Empire romain d'Occident a été envahi par les barbares venus du Nord, venus d'Allemagne. Et l'Empire romain d'Orient a été envahi par les Arabes. Et on voit bien les deux façons de conquête. Les barbares du Nord ont détruit les structures politiques et économiques de l'Empire romain, mais ils se sont christianisés, convertis au christianisme, ils ont parlé latin et ils ont adopté les mœurs de l'Empire romain. En revanche, les Arabes ont conquis à une vitesse remarquable l'Empire d'Orient, ce qui fait que, paradoxalement, il y a eu beaucoup moins de destruction de l'Empire d'Orient que de l'Empire d'Occident. Mais l'islam a imposé sa langue, l'arabe, le Coran et son Dieu. Il ne s'est pas assimilé aux cultures de l'Empire d'Orient, même s'il faisait des prélèvements ici ou là avec les cultures locales. Donc il faut bien comprendre que l'islam n'a pas l'habitude de s'assimiler, et là encore en France comme en Angleterre, il refuse absolument de s'assimiler. Donc nous avons bien un phénomène de colonisation qui est induit par les chiffres. Je vous en donnerai deux derniers, tout simplement. En 1900, la population européenne représentait 4 fois celle de l'Afrique. Il y a eu la colonisation de l'Afrique, il y a eu aussi la colonisation de l'Amérique par les Européens. Aujourd'hui, et demain plus encore, c'est l'Afrique qui représentera 4 fois la population de l'Europe. Ce n'est pas étonnant, si vous voulez, qu'il y ait une colonisation à l'envers. Et cette rencontre entre le nombre et l'islam fait la particularité tragique de ce moment dans lequel on vit. Et si vous voulez, l'islam a fait preuve, les militants de l'islam ont fait preuve d'une grande habileté. C'est-à-dire qu'ils utilisent la culture libérale de l'Europe occidentale, la religion des droits de l'homme, avec son culte de l'individu, pour se servir de ce culte de l'individu pour faire rentrer une religion absolument qui ne respecte pas l'individu. Et ça, c'est toute l'habileté de l'islam. Et vous savez, on dit très bien que l'islam signifie soumission. Donc c'est deux antithèses. Il y a effectivement un affrontement sur le sol français, sur le sol anglais, demain sur le sol allemand, avec la folle politique de Madame Merkel, entre deux civilisations. La civilisation d'inspiration chrétienne, la civilisation d'inspiration musulmane. On pourrait même dire qu'il y a un affrontement sur le sol occidental le réveil du vieil affrontement entre l'Orient et l'Occident. Vous savez, la guerre entre les Grecs et les Perses, la conquête d'Alexandre, puis par les empereurs romains des terres de l'Orient. En fait, l'islam est le porte-drapeau de l'Orient qui tient sa revanche sur l'Occident. Et vous savez, comme disait André Malraux, la différence entre l'Orient et l'Occident, c'est que l'Orient amène l'homme au monde, alors que l'Occident amène le monde à l'homme. Amène l'homme au monde, je vais y arriver. Amène le monde à l'homme. L'Occident, c'est cette civilisation justement de l'individu, de la personne, alors que l'Orient, c'est cette civilisation qui soumet l'homme à une culture supérieure et holistique. C'est toute la différence. Et aujourd'hui, nous avons une civilisation holiste, nous avons une civilisation de la soumission qui profite de l'idéologie des droits de l'homme pour conquérir des territoires de plus en plus importants. Donc nous avons le choix, nous, Européens, soit nous ne voulons pas renoncer à ce que nous appelons avec prétention nos valeurs, et nous serons conquis, soit nous renonçons à cette religion folle et fanatique des droits de l'homme sans renoncer à la liberté, mais nous renonçons à cette conception extensive et folle des droits de l'homme pour pouvoir résister à la conquête islamique. Et pour conclure, je dirais ceci très simplement, notre grand poète Lamartine qui disait « Quand chaque fois qu'une théorie est en contradiction
avec la survie d'une société, c'est que cette théorie est fausse, car la survie de la société est la vérité suprême. Je vous remercie.